C'est un jour historique au Bangladesh, 18 mois après ce qu'on a appelé la révolution de juillet qui a renversé Sheikh Hasina et mis fin à 15 années d'autocratie. Double scrutin aujourd'hui dans le pays, législatif et constitutionnel. La Gen Z, les Bangladais de moins de 30 ans qui ont mené le mouvement en juillet 2024 se sont invités dans le scrutin. Julien Dubois pour le commentaire en images. De longues files d'attente devant les bureaux de vote à Dhaka. Plus de 127 millions de Bangladais sont appelés aux urnes. Beaucoup nourrissent l'espoir d'élections libres après les 15 années au pouvoir de la très autoritaire Sheikh Hasina, marquée par des fraudes lors des scrutins. Après tout ce temps, nous votons enfin librement aujourd'hui. C'est notre droit en tant que citoyen. Je ne veux rien de particulier. Je veux juste la paix. Nous voulons rester en bonne santé et bien vivre. Victoire au Bangladesh. Les élections sont très attendues, 1 an et demi après la fuite de Sheikh Hasina pour l'Inde. À l'été 2024, avant d'être renversée par les manifestants, la première ministre avait ordonné une répression sanglante d'un mouvement étudiant, faisant 1400 morts selon l'ONU. Sheikh Hasina a depuis été condamné à mort par contumace pour crimes contre l'humanité. Son parti est désormais déclaré hors la loi au Bangladesh. Ces deux opposants historiques sont favoris pour les élections législatives. D'un côté, le parti nationaliste du Bangladesh avec à sa tête Tariq Rahman, et de l'autre une coalition proche des frères musulmans qui prône une stricte application du Coran dans toute la société. Les partis politiques ont signé une charte impliquant une série de mesures à adopter pour renforcer la démocratie dans le pays. Elle doit être approuvée par référendum. Le scrutin reste incertain et se déroule sous une forte présence sécuritaire. Plus de 300 000 soldats ou policiers sont mobilisés. Les partis politiques appellent la population à voter massivement pour appuyer la légitimité du nouveau Parlement et ainsi tourner la page de 15 ans de pouvoir marquée par la violence. Des élections, bonjour David Delos. Bonjour Pauline. Né dans le sang et dans les larmes, c'est ce que titre l'un des plus grands quotidiens du pays aujourd'hui. Effectivement, c'est le Daily Star qui affichait ce titre à la une hier, un titre aux accents un peu churchilliens et une façon de rappeler que ces élections sont le fruit de la chute de la première ministre qui a dirigé le pays pendant 15 ans. On en a parlé après des semaines de manifestations violemment réprimées. On parle quand même de 1400 morts d'un mouvement de contestation porté par la jeunesse. Paradoxalement, si ce mouvement de libération de la société bangladaise a fait souffler un vent d'espoir, ça a aussi ouvert la voie à une islamisation qui inquiète certains dans le pays. David, vous restez avec nous, des islamistes bangladais qui ont effectivement gagné du terrain ces derniers mois dans le pays. Écoutez Alban Alvarez, notre correspondant dans la région. Pour le Bangladesh, c'est surtout un test démocratique de grande ampleur. Il s'agit d'écrire une nouvelle ère, un nouveau chapitre de son histoire. Ce sont les premières élections que l'on peut qualifier de libres depuis 2008, puisque tous les scrutins qui ont suivi ont été émaillés de fraudes électorales, également d'appels au boycott des partis d'opposition à Sheikh Hasina. Pour la première fois, donc depuis 20 ans, des millions de jeunes vont aller voter. Pour la première fois pour beaucoup d'entre eux, il faut montrer que le pays est capable d'organiser des élections démocratiques en sécurité. 900 000 forces de l'ordre doivent sécuriser bien les bureaux de vote. Le Bangladesh connaît à de très nombreuses reprises des violences politiques. Ensuite, la personne qui sera nommée Premier ministre devra rétablir l'économie du pays, un pays qui est gagné par l'inflation, le chômage de masse, à tel point que 1 million de Bangladais fuient vers l'étranger pour essayer de trouver du travail. Il faut s'adresser aux classes populaires, il faut réguler ce problème de la vie chère, mais également quid de l'émancipation des femmes, du droit des femmes, quid également du réchauffement climatique qui impacte énormément le Bangladesh. Ces élections, elles vont également nous montrer quelle est la place de l'islam politique. Jusqu'alors, le Bangladesh était plutôt, on va dire, séculaire, socialiste sous Sheikh Hasina. On sent que clairement le pivot politique va vers la droite de l'échiquier électoral. Et puis il y a une dernière chose à noter.
Les électeurs ne sont pas uniquement appelés à désigner leurs députés, mais ils vont également s'exprimer sur un référendum, sur la constitution du pays. Le but, c'est bien d'asseoir l'assise démocratique en limitant, par exemple, à 2 mandats le poste de Premier ministre, en créant une deuxième chambre au Parlement, et surtout de réaffirmer le caractère multiethnique et multireligieux du Bangladesh. Alors pour revenir sur le volet législatif de ce double scrutin, qu'est-ce qui explique cette poussée, cette islamisation annoncée du Bangladesh? Alors, quand Sheikh Hasina était au pouvoir, les islamistes n'avaient pas voix au chapitre. Aujourd'hui, le Jamaat et Islami a tout le loisir de militer pour l'instauration de la charia. Et sans complexe, bien, le parti le fait. Les intégristes font campagne pour le port du voile, pour l'abrogation de la notion de viol conjugal. Pas question non plus de nommer des femmes à des postes de responsabilité, que ce soit dans l'administration, dans la justice, dans l'appareil d'État. Il serait même question de réduire le temps de travail des femmes pour qu'elles se consacrent plus à leur foyer. L'idée du Jamaat, c'est de faire disparaître la présence féminine. Ces femmes qui pourtant étaient en pointe du mouvement qui a fait chuter l'ancien régime, de quoi faire peser donc une menace très importante sur les droits des femmes dans le pays. Et le comble, c'est que cette porte a été ouverte aux islamistes par les hommes qui étaient aussi en pointe du mouvement étudiant. Ils ont décidé de s'allier avec les islamistes pour être certains de remporter quelques sièges. Et précisément, la chance des islamistes de remporter le scrutin est très forte? Certains pensent que oui, pas parce que le Bangladesh est soudainement devenu un pays de charia, mais parce que politiquement, les islamistes ont une image moins corrompue, plus disciplinée que les grands concurrents du BNP, le Bangladesh Nationalist Party. Le Jamaat a préféré donc passer à un accord électoral avec le NPC, le Parti national des citoyens. C'est ce mouvement qui est issu de la révolte de la jeunesse, qui a accepté de ne briguer qu'une trentaine de places, alors que 180 environ sont réservées aux candidats islamistes. En face, il y a donc le BNP, la grande formation de l'opposition, qui a déjà été au pouvoir, qui pâtit d'une image de népotisme, de mauvais gestionnaire, à l'image de son leader d'ailleurs, Tariq Rahman, revenu d'exil en décembre dernier. Alors d'un côté, il y a effectivement les islamistes, de l'autre, les nationalistes, et quoi qu'il arrive, le mouvement étudiant semble pris en étau, et on dirait qu'il s'est fait voler les fruits politique de sa révolte. En allant voter tout à l'heure, Mohamed Younous, le chef du gouvernement provisoire, a salué la fin du cauchemar et le début d'un nouveau rêve pour le Bangladesh. On se demande si le prix Nobel de la paix n'est pas un tout petit peu trop optimiste. Et puis quelques mots de celle qui a dirigé le Bangladesh d'une main de fer pendant 15 ans, Sheikh Hasina, renversée donc par cette Gen Z à l'été 2024. Qu'est-elle devenue ? Alors, on l'a dit encore en Inde, où elle a été effectivement exfiltrée en août 2024, à l'apogée du mouvement étudiant. A priori, aucune chance qu'elle revienne tant elle a cristallisé la détestation, d'autant qu'en plus, elle a été condamnée à mort en novembre dernier, reconnue coupable d'avoir ordonné la répression meurtrière. Il faut se souvenir que si Sheikh Hasina est tombée, c'est parce qu'elle incarnait le système des quotas, un système de recrutement hérité de l'indépendance de 1971. Il réservait les postes les plus importants à certaines minorités ethniques, religieuses, à des groupes démographiques bien spécifiques. Bref, un système de caste qui ne disait pas son nom. Si le système des quotas semble bien avoir été éradiqué au Bangladesh, le pays est quand même aujourd'hui dans l'incertitude, avec peut-être un obscurantisme en perspective, en tout cas certainement pas du progressisme. Et vous le rappelez, la répression du mouvement 2024 avait fait plus de 1400 morts. Merci beaucoup, David.